27 milliards de dollars. 5 ans de retard pour être inauguré. Voici le Rail Baltique, le projet ferroviaire le plus cher et le plus retardé d'Europe. Et l'OTAN, eh bien, elle est désespérée de le voir fonctionner. Parce que ces voies ferrées peuvent déterminer qui vit et qui meurt lors d'une guerre en Europe de l'Est. Sauf que, pendant que l'OTAN passait des décennies à en discuter, un petit pays a décidé de faire quelque chose qu'aucune alliance militaire n'a eu le courage de faire ces 30 dernières années. Je parle de l'Estonie. En 2016, des simulations militaires ont révélé que les capitales de 2 pays de l'OTAN, y compris celle de l'Estonie, pourraient tomber en 60 heures. 60 heures, ce n'est pas beaucoup. Il n'y a même pas le temps pour que des renforts arrivent. Et l'OTAN, eh bien, ils ont mis 6 ans pour officiellement changer leur stratégie. 6 ans de réunions, d'approbation et de processus bureaucratiques. L'Estonie ne voulait pas rester les bras croisés à regarder tout cela. Ils ont compris que lorsque vous êtes à 60 heures d'une catastrophe, chaque jour compte. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce qu'est l'Estonie. Un pays plus petit que beaucoup de capitales dans le monde fait face à la frontière la plus dangereuse d'Europe. Et pourquoi vont-ils bien au-delà de tout ce que n'importe quel pays de l'OTAN a jamais osé faire? D'abord, je dois te dire, pourquoi l'Estonie agit-elle aussi drastiquement? Regarde. Entre 1940 et la fin des années 80, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie existaient comme des républiques de l'Union soviétique. Mais, contrairement à d'autres territoires soviétiques, ces pays ont conservé des identités nationales distinctes. Leur langue, leurs cultures et le rêve d'indépendance n'ont jamais complètement disparu. Lorsqu'ils ont finalement réussi à se libérer, au début des années 90, ces pays ont fait un choix qui allait changer à jamais leur relation avec la Russie. Au lieu de préserver de bonnes relations avec Moscou, ils se sont tournés vers l'Occident. En 2004, les 3 ont rejoint l'OTAN et l'Union européenne. Et voici quelque chose de surprenant. Vladimir Poutine, qui était déjà président lorsque cela s'est produit. Au début, il ne s'en est pas beaucoup soucié. En 2001, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de l'entrée des pays baltes dans l'OTAN, Poutine a répondu que la Russie ne pouvait pas empêcher les gens de faire certains choix s'ils voulaient renforcer la sécurité de leur nation. Mais, en 2003, quelque chose a changé radicalement. Pour la Russie, la révolution des roses en Géorgie a été le tournant. En 2003, des manifestations populaires ont renversé le gouvernement corrompu de la Géorgie et ont porté au pouvoir Mikhail Saakashvili, un jeune dirigeant pro-occidental. Ce fut une révolution pacifique, mais qui a complètement orienté le pays vers les États-Unis et l'Europe. Poutine a commencé à voir ces mouvements démocratiques, non pas comme des expressions de la volonté populaire, mais comme des opérations de l'Occident visant à miner l'influence russe. À partir de ce moment-là, l'expansion de la démocratie et de l'OTAN vers l'Est a commencé à être vue par Poutine comme une menace directe pour son propre régime. Alors, nous arrivons à 2014. L'annexion de la Crimée par la Russie a tout changé. Pour les pays baltes, c'était un signal d'alarme rouge. Si Poutine était prêt à envahir et à annexer le territoire ukrainien, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire la même chose avec eux? Mais tu sais quoi? Le choc réel n'est survenu que 2 ans après. En 2016, l'OTAN a mené des exercices militaires pour tester sa capacité à défendre les pays baltes. Les résultats étaient terrifiants. Les simulations de la Rand Corporation ont montré que les forces russes pourraient atteindre Tallinn, la capitale de l'Estonie, et Riga, la capitale de la Lettonie, en seulement 60 heures. Réfléchissez-y un instant. L'article 5 de l'OTAN, qui garantit que tous les membres défendront tout allié attaqué, deviendrait inutile si ces alliés en étaient vaincus,
avant que l'aide ne puisse arriver. Un problème géographique aggrave encore la situation. Il s'appelle le corridor de Suwałki. C'est un couloir terrestre de seulement 60 km entre la Pologne et la Lituanie. C'est la seule connexion terrestre entre les pays baltes et le reste de l'Europe. D'un côté, il y a Kaliningrad, un territoire russe fortement militarisé. De l'autre côté, la Biélorussie, qui aujourd'hui est pratiquement un état fantoche de la Russie. La stratégie russe serait simple et brutale. Avancer rapidement à travers les pays baltes, couper le corridor de Suwałki et forcer un changement de gouvernement, avant que l'OTAN ne puisse mobiliser ses armées. Sauf que quelque chose s'est produit qui a complètement changé cette équation. L'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN en 2023 et 2024 a transformé la mer Baltique, en fait, en un lac de l'OTAN. Désormais, des renforts ainsi qu'un soutien aérien et naval peuvent atteindre les pays baltes par le nord et par l'ouest, via la mer. Cela n'enlève rien à l'importance du corridor de Suwałki, mais il existe maintenant de nouveaux itinéraires pour envoyer des renforts. Et puis est venue l'invasion de l'Ukraine, en 2022. Pour les pays baltes, cela a été essentiellement un avant-goût de ce qui pourrait leur arriver. Mais la guerre en Ukraine a aussi révélé quelque chose de fondamental. L'armée russe n'était pas la force irrésistible que les planificateurs de l'OTAN redoutaient. Les mêmes forces qui étaient censées capturer les capitales baltes en quelques jours ont combattu pendant des mois pour prendre des villes ukrainiennes. Mais cela s'est accompagné d'une prise de conscience encore plus terrifiante. Poutine a montré qu'il était prêt à mener une guerre brutale et génocidaire contre l'Ukraine, un pays qu'il prétendait être le frère des Russes. Pour les Baltes, l'implication était claire. Si la Russie était prête à dévaster l'Ukraine, elle serait encore plus disposée à faire de même avec eux. Simultanément, la résistance ukrainienne a démontré l'immense valeur des défenses préparées. Les tranchées, les champs de mines et les positions fortifiées se sont révélés extraordinairement efficaces pour arrêter et user les offensives russes. Grenades, Poutine. C'est alors qu'est née l'idée de la ligne de défense baltique, officiellement annoncée en janvier 2024 et lors d'une réunion entre les ministres de la Défense de la Lettonie, de l'Estonie et de la Lituanie, à Riga. Beaucoup ignorent un aspect important de ce projet. Ce n'est pas un mur pour arrêter les Russes, c'est un piège pour façonner la manière dont ils attaquent. L'ancien commandant des forces de défense de l'Estonie, le général Martin Eren, l'explique ainsi. La stratégie n'est pas de bloquer l'invasion, mais de la façonner. Les fortifications sont construites pour être clairement visibles. L'objectif est de forcer un commandant envahisseur à prendre des décisions difficiles. Soit attaquer des positions fortement défendues, en subissant des pertes et des retards importants, soit les contourner. Contourner les fortifications allonge les lignes d'approvisionnement, expose les flancs à des contre-attaques, et canalise les forces attaquantes vers des zones de mort prédéterminées, où elles peuvent être la cible de tirs d'artillerie et de missiles longue portée. L'Ukraine avait donné une leçon difficile. Même de petits retards et complications peuvent avoir des effets dévastateurs. L'hypothèse initiale de la Russie selon laquelle elle pourrait capturer Kiev en quelques jours a été détruite par la résistance ukrainienne, qui a forcé les forces russes à des combats urbains coûteux et à des lignes d'approvisionnement étendues. Et dans ce sens, la ligne de défense baltique a été conçue précisément pour créer ces complications de manière systématique. En transformant une invasion de 60 heures en 60 jours, elle change fondamentalement le calcul stratégique. Mais au final, qu'est-ce qui est exactement en train d'être construit? L'Estonie prévoit 600 bunkers en béton armé, chacun de 35 mètres carrés, conçus pour abriter un peloton de 10 soldats et résister à des attaques d'artillerie.
La construction a commencé en juin 2025 avec l'excavation de tranchées anti-chars d'environ 4 mètres de large et de 2 à 3 mètres de profondeur. La Lettonie a commencé la construction en mai 2024 en se concentrant davantage sur les obstacles anti-mobilité. Son plan prévoit de transformer les fossés de drainage existants en tranchées anti-chars, en les renforçant avec des blocs de béton appelés dents de dragon. La Lettonie crée 27 parcs de contre-mobilité à des endroits stratégiques, où des obstacles seront stockés pour un déploiement rapide en cas de crise. Mais l'investissement le plus controversé de la Lettonie concerne les systèmes de mines anti-chars. Plus de 800 millions d'euros. Et ici, nous arrivons à l'une des décisions les plus controversées. En mars 2025, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont annoncé leur retrait de la Convention d'Ottawa, un traité international qui interdit l'utilisation de mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles sont des explosifs enfouis qui explosent au passage d'une personne. Elles ont été interdites parce qu'elles continuent de tuer des civils même après la fin de la guerre. Mais ces pays ont décidé qu'avec la menace russe grandissante, ils doivent utiliser toutes les armes disponibles pour se défendre. Mais cette ligne de défense n'est pas faite seulement de bunkers et de tranchées. Les pays baltes achètent aussi des armes modernes et coûteuses. Pour compléter les fortifications, les 3 pays achètent Wanatou, le système de roquettes IMARS qui s'est révélé décisif en Ukraine. L'Estonie et la Lettonie achètent conjointement le système allemand de défense aérienne Infrared Imaging System Tail Thrust Vector Control. Et il y a un investissement important dans les drones et les systèmes anti-drones. Mais peut-être que l'aspect le plus impressionnant est la façon dont cela transforme les sociétés baltes. L'Estonie maintient le service militaire obligatoire et souhaite que la moitié de tous les hommes nés une année donnée effectuent leur service militaire. La Ligue de défense d'Estonie, une organisation volontaire, compte plus de 29 000 membres actifs intégrés dans la structure de défense territoriale. Le gouvernement a également lancé une campagne et une application appelée Olvalmi, ce qui signifie « Soyez prêts ». Ils fournissent à tous les citoyens des instructions détaillées sur la façon d'agir en cas de crise, qu'il s'agisse de coupure de courant ou d'évacuation. La Lettonie a réintroduit le service militaire obligatoire en 2022 à partir de septembre 2024. Un cours d'éducation à la défense nationale est devenu obligatoire dans tous les lycées. La Lituanie a rétabli le service militaire obligatoire en 2015 et privilégie la résistance civile. Le gouvernement distribue des guides détaillés qui informent la population sur la façon de préparer des kits d'urgence et d'agir en cas d'invasion. Mais ici, il y a un problème assez délicat. L'Estonie a de nombreux habitants d'origine russe, vivant surtout dans les régions frontalières, où la ligne de défense est en construction. Dans le comté d'Idaviru, on compte plus de 3 Russes par Estonien. Dans la ville frontalière de Narva, 90% de la population parle russe. Une enquête de 2024 a révélé une division préoccupante. Lorsqu'on leur a demandé s'ils permettraient au gouvernement d'utiliser leurs propriétés privées pour construire des bunkers et des fortifications, 67% des Estoniens ethniques ont répondu oui. Mais parmi les habitants d'origine russe, seulement 38% accepteraient de céder leurs terres. Cela signifie que près des 2/3 des Russes ethniques ne veulent pas aider à la construction des défenses contre la Russie. Et ici, le plus grand défi apparaît, le temps. Les agences de renseignement occidentales estiment que la Russie pourrait reconstituer ses forces militaires et être prête à menacer l'OTAN d'ici 3 à 5 ans. Mais les estimations pour l'achèvement de la ligne de défense balte vont jusqu'à une décennie. Le coût est astronomique. L'Estonie prévoit de dépenser 5,4% de son produit intérieur brut pour la défense, soit plus du double de la moyenne visée par l'OTAN. La Lituanie investit plus de 800 millions d'euros rien qu'en mines.
Ce sont des chiffres impressionnants pour des pays dont la population est inférieure à celle de nombreuses villes brésiliennes. La question qui se pose est, est-ce que tout cela va fonctionner ? La stratégie de l'Estonie représente un pari audacieux selon lequel les petits pays peuvent dissuader les grandes puissances grâce à l'intelligence stratégique, plutôt qu'à la force brute. C'est un modèle à la manière du hérisson. Autrement dit, rendre le coût de l'agression plus élevé que tout bénéfice potentiel. Si cela fonctionne, d'autres petits pays à travers le monde pourraient copier cette stratégie pour se protéger. Stratégie. Comme vous le voyez, l'Estonie ne dépend pas uniquement de l'OTAN pour sa survie. Pendant que l'Alliance traite les changements et discute des stratégies, un pays plus petit que beaucoup de villes dans le monde construit l'avenir de la défense moderne, bunker par bunker, à la frontière la plus tendue d'Europe, et Poutine y prête attention. Et toi, qu'en penses-tu ? Penses-tu que la stratégie de l'Estonie sera efficace contre la Russie ? Donne ton avis en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de la partager avec ceux qui s'intéressent aussi à la géopolitique. À la prochaine!